pour Kinshasa, où la justice pour mineurs est en souffrance. Après la promulgation de la loi pour la protection de l'enfance, c'était en 2009, le président de la République a nommé début juin des magistrats des tribunaux pour enfants. Malheureusement, après le renouvellement de serment des juges pour enfants, seul le tribunal principal fonctionne à Kinshasa. Les 4 tribunaux secondaires de la capitale n'ont pas de locaux et sont dépourvus de personnel administratif. Reportage de notre correspondant dans la capitale congolaise, Cyril Milandou. Si le siège principal a des locaux ne répondant pas aux normes, son président déplore le manque d'outils de travail et aussi l'absence de locaux pour les 4 sièges secondaires de Kinshasa. Kashamangoy. Seul le siège principal est opérationnel au jour d'aujourd'hui avec 10 greffiers et 30 assistants sociaux. Nous connaissons les locaux étroits du préfabriqué dans lesquels il est abrité et l'équipement sommaire dont il dispose. Par exemple, il n'a qu'un seul ordinateur fixe, sans imprimante, sans onduleur. Quant au siège secondaire de Maté, Ngaliema, Kalamu et Kinkole, il se recherche encore. Donc il demeure en quelque sorte fictif dans la mesure où il ne dispose ni d'espace, ni de locaux, ni du personnel administratif. Si les juges manquent de locaux pour travailler, des enfants en conflit avec la loi n'ont pas de centre d'hébergement. Selon le président du tribunal pour enfants, siège secondaire de Kalamu, ils sont hébergés à la prison centrale de Makala. Albert OCP. Lorsque l'État n'a pas encore mis suffisamment de structures qui peuvent recevoir les enfants, nous avons au pavillon 10 à Makala, qui est un pavillon réservé pour les mineurs. Lorsque ces enfants qui commettent des manquements sont obligés d'être hébergés quelque part, on ne va pas les laisser dans la rue. On les amène pour le moment d'abord dans ce pavillon 10 et ce n'est que par après, comme nous sommes de vocation à éduquer les enfants, à les rendre utiles, on verra, puisque ce n'est pas condamné pour condamner, mais on les met là-bas pour leur éducation. Le président du conseil d'administration de la Lisadel, une ONG qui s'occupe de la défense des droits des enfants, fustige la légèreté dans la mise en place de ces tribunaux. Joseph Godé Kayembe. Ce que nous déplorons, c'est le fait que tous ces tribunaux sont mis en place sans qu'il y ait des dispositions prises en amont, donc sans qu'il y ait d'infrastructures, sans qu'il y ait d'autres personnes qui doivent accompagner le juge. Ça montre qu'il y a une légèreté. Mais nous constatons tout simplement que les fameux bailleurs de fonds ne sont pas concernés par toutes ces questions. Mais ils encouragent l'État à mettre en place les tribunaux pour enfants, mais ils ne donnent pas le moyen pour pouvoir construire les tribunaux. Et ça ne coûte pas grand-chose. Ça dépend tout simplement de la volonté politique. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Info-zapping du mardi. Et à présent, dans cette émission, les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com. Furaha Masimengo, citoyenne journaliste de la Voix de l'Amérique depuis Butembo. Le bourgmestre de la commune Kimemi, Gilbert Bouambale, est suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Cette sanction est contenue dans l'arrêté urbain publié ce samedi de l'après-midi. Selon la presse de la mairie, le grief porté en charge de l'incriminé est de sembler bafouer les ordres du maire de ville. Manafé Lili, citoyen journaliste à Tumbalesa. L'ouverture de l'année centenaire du diocèse de Sagana-Kipushi a eu lieu ce 18 août 2013 et c'est l'évêque du diocèse de Sagana-Kipushi, Monseigneur Gaston Rouvé Zikachala, qui a procédé au lancement. Ce que nous avons aussi pu retenir en ce jour, c'est la demande des mamans bouillantanches. Les mamans bouillantanches du territoire de Sagagnan ont demandé à ce que ce centenaire puisse aussi être considéré comme une voie d'ouverture aux actions de développement qui seront bien sûr posées par les entreprises minières de Sagagnan qui sont considérées jusqu'à preuve du contraire par ces mamans comme des entreprises qui ne s'occupent pas des actions liées à l'aspect social de ce territoire de Sagagnan. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Une journée de l'aide humanitaire qui est aussi marquée sur le terrain, comme en RDC, qui compte 2,6 millions de déplacés, dont plus de 60% vivent au nord et au sud Kivu, et où la communauté humanitaire, notamment le PAM, le HCR, l'UNICEF ou encore l'OCHA, déplore l'aggravation de la crise ces derniers mois. Elle a saisi cette occasion pour demander une fois de plus aux groupes armés de ne pas leur bloquer l'accès aux personnes qui ont besoin d'aide. Une correspondance de Michel Kifindan Goï de Radio Okapi. Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, les organisations internationales estiment que le peuple congolais a souffert depuis des années par la guerre, les pillages, les viols, les déplacements incessants et la pauvreté. En vue de sauver des vies et alléger les souffrances des centaines de milliers de Congolais, les humanitaires affirment intervenir partout dans le pays, là où les populations ont besoin d'assistance. Ils organisent l'accès aux soins de santé, à l'eau, à l'éducation. Ils apportent également des matériels scolaires, des vaccins, des abris, des produits de première nécessité et de la nourriture. Pour la communauté humanitaire, plus de 80% des humanitaires en RDC sont des Congolais qui travaillent selon le principe d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Mais ils sont souvent exposés à la mort dans l'exercice de leur mission. C'est pourquoi la communauté humanitaire renouvelle son appel à tous les groupes armés de continuer à laisser leurs camions, hélicoptères et motos aller à la rencontre des personnes en détresse et leur apporter l'assistance nécessaire. Info zapping du mercredi. République démocratique du Congo, où la population de la ville de Beni, à 350 km au nord de Goma, dans le nord Kivu, a observé pendant 2 jours des journées ville morte. La population répondait ainsi à l'appel de la société civile locale, qui appelle la brigade d'intervention de la MONUSCO à traquer les rebelles du M23, des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, des ADF Nalu et des miliciens Mai Mai. Il s'agit également pour la société civile de pousser les forces armées de la RDC, les FARDC, à poursuivre les opérations militaires dans le Nord Kivu. Selon le président de la société civile de Beni, le révérend pasteur Gilbert Kambale, les habitants de la région n'ont pas le choix. Et face à l'insécurité et aux souffrances qui leur sont infligées, ils se voient forcés de réagir. On l'écoute. Ces journées d'îles mortes se sont passées comme le mot d'ordre a été donné. C'est-à-dire, nous avons demandé que les organisations de la société civile et les autres personnes puissent rester chez eux jusqu'à ce que les organisations de la société civile vont obtenir la réponse venant de la MONUSCO. Parce que la brigade d'intervention devait entrer en action pour traquer le M23, les FDLR, les ADF Nalu, les Mai Mai, depuis le mois de juillet. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui se passe. Et la population ne comprend pas pourquoi la MONUSCO continue à geler ces dossiers. Et pourtant, la population est en détresse. Mais aussi l'insécurité continue comme chaque jour dans les différentes villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Quels sont les arguments avancés jusqu'à ce jour par la MONUSCO? En 2010, il y a le général-major Foster, qui était le commandant second, accompagné de colonel Luc Daes, était arrivé ici à Beni et ils avaient reçu la société civile et il leur avait promis ceci, que nous allons traquer ces forces négatives dans quelques jours. Et nous allons évaluer dans 2 semaines. Depuis qu'ils étaient partis, madame, nous on ne les a plus revus. Ceux qui sont venus dernièrement, la semaine dernière, c'est le nouveau commandant force MONUSCO, le général Santos da Cruz, qui était accompagné du général Mokibelo Aloïs, qui est le commandant de la brigade d'intervention. Et ils nous ont dit presque la même chose. Bientôt, nous allons entrer en action. Ils ont reçu la société civile et je leur ai posé cette question. Quand est-ce que vous allez commencer? Ils nous ont dit bientôt. Nous sommes rentrés et il y a eu une assemblée générale de la société civile. Nous avons dit que non. Comme ceux qui avaient dit cela avant, donc le général Foster n'est jamais revenu. Donc nous ne faisons pas tellement foi. Nous prenons avec réserve leurs déclarations. Nous les prenons avec des pincettes.
nous estimons que nous puissions entrer, réclamer auprès de la population que nous fassions des villes mortes pour que cette brigade puisse entrer en fonction, mais également que les FARDC puissent continuer avec le combat au front. Sinon, nous sommes en train de constater que le pays risque d'entrer dans ce qu'on appelle le protectorat onusien. Voilà, madame, ce que nous pensons. On écoutait le président de la Société civile de Béni, le révérend pasteur Gilbert Kambale. Et pour clore... Infozapping du jeudi. À nouveau près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements entre forces gouvernementales et la rébellion du M23 ont repris tôt ce matin à Goma et ses environs. Le témoignage de maître Joseph Dounia, avocat à Goma, joint il y a quelques instants par Souleymane Samaïga. À Goma, des détonations sont entendues dans la ville, mais on croit savoir qu'il s'agit de la reprise des violences et des hostilités entre les FARDC et les rebelles du M23. Mais il est difficile de savoir si ce sont les FARDC ou les M23 qui lancent ces détonations que nous attendons à Goma. Est-ce que ces détonations sont nourries et intenses? Oui, tout à fait. Donc, depuis autour de 7 heures, on attend des fortes détonations, des armes lourdes, on ne sait pas si on peut appeler ça des bombes ou des zombies, mais on peut attendre des fortes détonations dans la ville de Goma, et cela appelle la population. Donc, on pense que c'est la reprise des hostilités entre les FARDC. Vous le savez que, en réalité, la trêve qu'on a observée paraît précaire et fragile, du fait que apparemment les partis nourrissent des revanches et la possibilité peut-être aussi de reprendre Goma ou d'attaquer Goma par les rebelles. Vous avez suivi tout ce qu'il y a comme manifestation contre le casque bleu de la MONUSCO que la société civile et la population voudraient voir mettre fin au groupe rebelle, parce qu'on avait parlé de la brigade qui devait venir mettre fin, affronter les rebelles, parce que si la brigade vient aussi prendre la mission de la police ou d'observation en plus de 17 000 casques bleus, et donc ça inquiète beaucoup la population. On croit que les Nations Unies ne veulent pas agir de façon claire à ce qui passe au Congo, ici à l'est du Congo. D'où vous êtes, est-ce que vous voyez les populations? Est-ce qu'il y a un mouvement de population? Tout à fait, la population elle est déjà habituée à des situations pareilles. On voit les gens déjà commencent à aller à leur bureau et d'autres ils vont marcher ce matin. Donc malgré les détonations, les gens ils sont en train d'aller dans leurs activités. Propos recueillis par Souleymane Samaïga, la situation... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Sud Kivu, en RDC, 19 cas de choléra ont été enregistrés en une semaine dans la localité de Kasunyu, une recrudescence de la maladie liée à la consommation de l'eau du lac Kivu et à l'absence de latrines publiques. Les autorités donc appellent les habitants à observer les règles d'hygiène pour éviter une plus grande propagation de la maladie. Une correspondance de Radio Okapi. La population de Kasunyu est invitée à ne plus faire ses besoins dans les lacs et dans la brousse. Selon le médecin chef de zone de santé de Minova, elle doit également amener l'eau puisée dans les lacs qui vont vers les points de chloration avant toute consommation. Ceci pour prévenir d'autres cas de choléra. Pour le docteur Chito Bagula, environ 1500 habitants de cette localité dépendent essentiellement de l'eau du lac Kivu comme eau de consommation et autres besoins domestiques. Pour lui, le seul puits existant ne peut pas suffire pour alimenter toute la population. Information confirmée par le chef de la localité de Kasunyu. D'après Safari Mourebois, le terrain marécageux ne permet la construction de latrines. La population est contrainte de déverser les matières fécales dans les eaux du lac. Cette eau est ensuite consommée par d'autres personnes en aval. Il appelle ses administrés à bouillir cette eau ou à suivre les procédures de purification d'eau mises en place par la zone de santé de Minova. Minova, Ezekiel Batumike, radio communautaire Boubandano pour Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Affrontements ont été signalés ce jeudi dans l'est du Congo entre le mouvement rebelle du M23 et les FARDC au nord de Goma, capitale de la province du Nord Kivu.
Selon l'AFP, les combats qui ont débuté mercredi soir se déroulent à proximité des villages de Moutao et Kibati, situés à une vingtaine de kilomètres de la ville. Les forces gouvernementales ont accusé les rebelles d'avoir attaqué leur position, tandis que le M23 dit que c'est plutôt l'armée régulière qui a tenté de le déloger de ses positions autour de Kibati. Idrissa Seydoudia a demandé à notre correspondant Nikez Kibelbeloka de lui expliquer la logique de ces affrontements récurrents et accusations mutuelles entre les deux parties. Effectivement, les deux parties ne parlent pas le même langage. Il y a deux logiques différentes. Une logique gouvernementale qui ne veut pas la réintégration de M23 parce que classée comme force négative. Et cette logique voudrait que, avec l'appui de la brigade internationale, qu'on puisse anéantir le M23. Il y a une deuxième logique qui est celle du M23 qui pense que, avec les négociations, les dialogues de Kampala, avec l'appui des chefs d'État de la CIRGL, notamment le président Museveni, il faudrait nécessairement que les dialogues aboutissent à un accord qui réintègre le M23 au sein des FARDC et qu'ensemble, les M23 et les FARDC, devenus FARDC, puissent chasser les autres forces négatives. Alors ce sont ces deux logiques qui s'affrontent parce qu'ils se regardent comme chien et chat. Alors, mais à Kampala, ça n'avance pas, c'est bloqué. Quel est l'espoir? À Kampala, c'est bloqué depuis maintenant 3 ou 4 mois, il n'y a aucun dialogue. Mais il faut dire aussi que le paradoxe de Kampala, c'est que le président Museveni, qui est le président en exercice de la CIRGL, tient à ce qu'il y ait un accord. Et le gouvernement congolais n'en veut pas. Mais le paradoxe réside aussi à ce fait que c'est le gouvernement congolais qui supporte les dépenses en Ouganda. Donc, que ce soit du côté des M23 que des représentants du gouvernement congolais qui sont à Kampala, l'argent même des facilitateurs, c'est le gouvernement congolais qui paye. Alors, le gouvernement congolais est presque indécis, il ne sait pas prendre la dernière décision et les choses traînent, l'argent, soit parce qu'il faut payer l'hôtel, il faut payer le per diem de tous ceux qui sont là-bas, mais dans l'entretemps, personne ne veut faire un pas vers l'autre. Donc, Kampala, rien ne marche, rien ne bouge. Apparemment, le gouvernement congolais ne voudrait pas déplaire au gouvernement ougandais, au président Museveni. Et là, on fait du surplace. Notre correspondant Nikez Kibelbeloka, il nous parlait de Béni dans l'est de la RDC. Info zapping du vendredi. Donc, ce journal par la République démocratique du Congo, la force de paix des Nations Unies en RDC se dit déterminée à protéger la population civile après les nouveaux bombardements survenus cette semaine à Goma, dans le Nord Kivu. Martin Kobler, le nouveau chef de la mission, a ordonné hier au casque bleu de la MONUSCO de prendre toutes les mesures nécessaires dans ce sens. La décision survient alors qu'au début du mois déjà, les Nations Unies s'étaient engagées à empêcher les rebelles de s'en prendre de nouveau à la ville de Goma. Carole Assignon. Goma et ses environs étaient censés être une zone de sécurité protégée par la MONUSCO pour dissuader les rebelles, en l'occurrence ceux du M23, d'avancer. La MONUSCO avait indiqué qu'une violation de cette zone impliquerait une intervention de sa part. Hier, les affrontements entre les forces congolaises et les rebelles du M23 dans les environs de Goma, la ville a pourtant été touchée par des obus dont certains tirés depuis le Rwanda. La réaction de la MONUSCO n'a pas tardé. Elle se dit désormais engagée aux côtés des forces congolaises, comme le précise le lieutenant-colonel Prosper Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO. Depuis hier, nous avons engagé les positions du M23 à coup d'artillerie et nous avons aussi déployé nos hélicoptères d'attaque pour non seulement évaluer de manière précise le dispositif du M23 et hier soir, nos troupes aussi qui sont basées à Monégui ont engagé au mortier des positions du M23 qui sont situées sur la colline Lourd à Kibati. La communauté internationale nous a donné un outil additionnel d'abord qui est la brigade d'intervention, des moyens de surveillance et d'acquisition de renseignements que nous avons aujourd'hui pour la brigade d'intervention, 75% de nos effectifs et de nos moyens sur place. La force d'intervention de la MONUSCO, qui a désormais l'autorisation d'agir, devrait appuyer l'armée congolaise pour combattre les rebelles, notamment ceux du M23. Pour Maître Georges Kapiamba, vice-président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme en RDC, cet engagement est source d'espoir. Il y a espoir, attendons voir comment est-ce que les choses vont se passer sur le terrain. Mais déjà avec la réaction de 24 heures, nous avons constaté que
ça s'est stoppé rapidement, quelques activités que le M23 voulait encore reprendre. Nous avons des contacts avec notre bureau de terrain qui a fait le monitoring depuis avant-hier jusqu'à hier. Ils ont constaté que les gens gardent leur espoir. Le message que M. Kobler a fait passer a beaucoup rassuré la population. Il n'y a pas eu de panique. Ils ont gardé vraiment l'espoir. Il n'y a pas eu d'agitation. Il faut dire que cette décision de la MONUSCO de passer enfin à l'action était très attendue par les populations. La société civile critiquait jusqu'à présent la passivité de la mission des Nations Unies en RDC qui se contentait de lancer des ultimatums et la sommait d'agir. Merci Carole Assignon. Et la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est au programme d'un sommet qui réunit aujourd'hui à Luanda en Angola le président angolais José Eduardo dos Santos, le président sud-africain Jacob Zuma et le président de la RDC Joseph Kabila. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Une règne ce matin à Goma, dans le Nord Kivu, après des tirs d'obus qui se sont abattus hier en plein centre de la grande ville de l'Est congolais. Le M23 et l'armée congolaise s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces tirs qui ont fait plusieurs blessés. Dans le journal, nouvelle poussée de fièvre à Goma après les derniers combats entre FARDC et M23. Pendant ce temps, à Kampala, c'est l'impasse depuis plus de 6 mois entre les rebelles et le gouvernement congolais. Pour une analyse de ce blocage, Idrissa Seydoudia a joint à Beni notre correspondant Nikez Kibelbeloka. Effectivement, les deux parties ne parlent pas le même langage. Il y a deux logiques différentes. Une logique gouvernementale qui ne veut pas la réintégration de M23 parce que classée comme force négative. Et cette logique voudrait que, avec l'appui de la brigade internationale, on puisse anéantir le M23. Il y a une deuxième logique qui est celle du M23 qui pense que, avec les négociations, les dialogues de Kampala, avec l'appui des chefs d'État de la CIRGL, notamment le président Museveni, il faudrait nécessairement que les dialogues aboutissent à un accord qui réintègre le M23 au sein des FARDC et qu'ensemble, les M23 et les FARDC, devenus FARDC, puissent chasser les autres forces négatives. Alors ce sont ces deux logiques qui s'affrontent parce qu'ils se regardent comme chien et chat. Mais à Kampala, ça n'avance pas, c'est bloqué. Quel est l'espoir? À Kampala, c'est bloqué depuis maintenant 3 ou 4 mois, il n'y a aucun dialogue. Mais il faut dire aussi que le paradoxe de Kampala, c'est que le président Museveni, qui est le président en exercice de la CIRGL, tient à ce qu'il y ait un accord. Et le gouvernement congolais n'en veut pas. Mais le paradoxe réside aussi à ce fait que c'est le gouvernement congolais qui supporte les dépenses en Ouganda. Donc, que ce soit du côté des M23 que des représentants du gouvernement congolais qui sont à Kampala, l'argent même des facilitateurs, c'est le gouvernement congolais qui paye. Alors, le gouvernement congolais est presque indécis, il ne sait pas prendre la dernière décision et les choses traînent, l'argent, soit parce qu'il faut payer l'hôtel, il faut payer le per diem de tous ceux qui sont là-bas, mais dans l'entretemps, personne ne veut faire un pas vers l'autre. Donc, Kampala, rien ne marche, rien ne bouge. Apparemment, le gouvernement congolais ne voudrait pas déplaire au gouvernement ougandais, au président Museveni. Et là, on fait du surplace. Nikez Kibelbeloka, le correspondant de La Voix de l'Amérique dans l'Est du Congo. Parlons à présent du projet 100 citoyens journalistes. Vous savez, La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com. Peter Savakaledi pour La Voix de l'Amérique. L'actualité, c'est cette insécurité qui règne dans la carrière d'or de Mussédé, à plus de 300 km à l'ouest de Kaledi, dans le territoire de Nouzou. Cette semaine, des hommes armés au visage cagoulé ont administré des coups de machette à un acheteur d'or, toujours dans cette carrière minière. Ces bourreaux qui lui ont administré des coups de machette à la tête ont réussi à s'emparer d'une somme d'argent évaluée à 1 375 000 francs congolais et 7 cas d'or d'une valeur de $350 américains. Les auteurs de ce forfait sont en fuite. La victime, elle, est toujours à Mussédé dans un état critique. Toujours dans cette carrière minière, des éléments armés et non autrement identifiés se sont introduits au domicile de notre acheteur d'or et apporté 1 500 000 francs congolais, $1 500 américains et $5 d'or d'une valeur de $3 500 américains avant de tirer quelques coups de balle en l'air pour s'échapper. Les enquêtes sont en cours, nous ont précisé les sources policières.
Richard Kana, citoyen journaliste en Bougema et au Kassai oriental pour la Voix de l'Amérique. L'actualité, c'est ce lancement officiel de la réhabilitation de la nationale numéro 1 à partir de Mweneditu vers Kamina dans le Katanga, le district de Olomami, sur un tronçon de plus de 300 km où la route nationale numéro 1 a pratiquement cessé d'exister. Et finalement, par l'intervention d'une ONG financée par une église, UNOG du Sankuru, le gouvernement a pu signer un contrat pour la réhabilitation de ces tronçons de plus de 300 km sur l'axe allant de Mweneditu à Kamina. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Goma, la capitale du Nord Kivu, visée par des tirs de mortier hier après-midi. Des obus sont tombés sur la ville, bilan 4 morts et 12 blessés selon le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. La MONUSCO, il y a quelques jours, venait de créer une zone de sécurité à Goma et dans ses alentours. La MONUSCO avait clairement dit et indiqué que si un obus tombait dans la zone de sécurité, elle allait directement entrer en jeu. Nous avons porté cela à la connaissance de la MONUSCO pour lui rappeler. Il y a une série de stratégies que la MONUSCO avait dit qu'elle ne voudra pas bien communiquer à l'opinion. Nous attendons maintenant qu'une fois que la zone est violée, que demain, après-demain, nous voyons la MONUSCO entrer en ligne de jeu pour protéger les civils. Parce que maintenant que nous avons 12 blessés, nous avons plus de 4 morts, demain, après-demain, si la même chose se reproduit, eh bien, nous allons assister à une panique généralisée dans la ville de Goma. Mais nous avons tenu à apaiser la population pour dire qu'au moins au niveau des forces armées de la MONUSCO, il y a une collaboration qui est en train de s'établir et des mesures sont en train d'être prises pour que nous nous assurions effectivement que la population est totalement protégée. Julien Paluku avec Sarah Tisser à Kinshasa, le gouvernement affirme que selon des témoins, certains de ces obus ont été tirés à partir du territoire rwandais. Ils font en tout cas suite à la reprise des combats entre le M23 et l'armée congolaise. Des accrochages ont lieu depuis mercredi près des villages de Mutao et Kibati à une quinzaine de kilomètres au nord de Goma. Le porte-parole de la MONUSCO, le colonel Prosper Félix Basse, assure que les Nations Unies ripostent au M23. Les combats se sont poursuivis toute la journée à l'arme lourde, aux lance-roquettes multiples, avec les chars de combat et à l'artillerie lourde, jusqu'aux environs de 15 heures. Et c'est ainsi qu'aux environs de 14 heures, un obus a été tiré par les rebelles du M23 au sud des collines de Monigui, provoquant la mort d'une femme, d'un enfant, et de 5 individus blessés. La force de la MONUSCO, en appui aux forces gouvernementales, a immédiatement pris des dispositions nécessaires en engageant la brigade d'intervention par l'artillerie. Nous avons engagé les positions du M23 à l'artillerie pour protéger les populations civiles. Le colonel Prosper Félix Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, joint par Lydia Blaise. De son côté, le Rwanda a accusé l'armée congolaise d'avoir délibérément lancé une roquette sur un village rwandais sans faire de blessés. À Bangui,